Bonjour, chers étudiants. Je viens à travers cette vidéo continuer avec vous le module de fiscalité. En fait, aujourd'hui, on va entamer un thème vraiment essentiel qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt assis sur le résultat réalisé par l'entreprise. La problématique majeure de ce chapitre, c'est comment on détermine en fait le résultat imposable. Et ce résultat imposable est calculé à partir du résultat comptable auquel on va observer un certain nombre de retraitements. Et ces retraitements, en fait, se feront de manière étagée. D'une part, on fera le retraitement fiscal des charges. D'autre part, on fera le retraitement fiscal des produits. Mais avant tout ça, on va parler du champ d'application. Et après, on va rentrer vraiment sur la détermination de la matière imposable. Mais c'est un chapitre qui est extrêmement lié à la comptabilité. Ça aussi, il faut le savoir parce qu'il y a un lien étroit, encore une fois, entre la comptabilité et la fiscalité. Là, pour calculer un résultat fiscal, forcément se baser sur le résultat comptable. Et il faut aujourd'hui comprendre que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Maintenant, on y va sur le champ d'application. Le champ d'application, on retrouve trois catégories d'assujettis. Sur le champ d'application, on retrouve trois catégories. Il y a les assujettis selon le régime selon un critère matériel. Il y a les assujettis selon un critère organique. Et troisièmement, il y a les assujettis sur option. On est bien d'accord. Voilà. Les assujettis selon le critère organique, ce sont des personnes selon le critère matériel. Il y a des personnes, quelle que soit par ailleurs leur activité, quelle que soit par ailleurs leur forme juridique, l'activité fait que cette personne est d'office assujettie à l'impôt sur les sociétés. Quelle que soit la forme juridique, que ce soit une société à responsabilité limitée, une société à commandée simple, une société par action simplifiée, etc. Quelle que soit la forme juridique, l'activité fait que cette société est d'office assujettie à l'IS. C'est notamment les sociétés civiles qui exercent une activité commerciale, agricole, industrielle, artisanale, etc. Ces sociétés-là sont d'office assujetties à l'IS, quel que soit par ailleurs leur lien juridique, leur nature juridique. En revanche, il y a des sociétés, quel que soit par ailleurs maintenant leurs activités, elles sont d'office assujetties à l'IS. Il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par action simplifiée, etc. Ces sociétés-là, si j'ai une SA, j'évolue dans le domaine immobilier, dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, ou même d'une profession non commerciale, je suis d'office assujetti à l'IS. Ça, là-bas, on ne regarde plus les critères. On ne regarde plus les critères. Là-bas, on ne regarde plus les critères d'assujettissement selon le critère organique. On regarde juste l'activité. On regarde juste la forme juridique, mais plus on ne regarde pas l'activité. Donc, il faut retenir ces deux éléments. Il y a les assujettis selon un critère organique, il y a les assujettis selon un critère matériel, et troisièmement, il y a les assujettis sur option. Donc, les assujettis selon le critère matériel, il y a des sociétés, quelle que soit par ailleurs leur activité, leur forme juridique, l'activité fait que cette société est assujettie à l'IS. Mais aussi, il y a des sociétés, quelle que soit par ailleurs leur activité, la forme juridique fait que cette société est assujettie à l'impôt sur les sociétés. C'est le cas d'une société anonyme, c'est le cas d'une société à responsabilité limitée, c'est le cas aussi d'une société par action simplifiée. Ces sociétés, quelle que soit par ailleurs leur activité, la forme juridique fait que cette société est d'office assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental à retenir. Aussi, quelque chose vraiment à retenir, et c'est extrêmement important, il y a aussi des assujettis
sur option. Il y a des personnes qui sont assujetties sur option. Et ça, ce sont des personnes où la loi permet de soit d'être assujetti à l'impôt sur les sociétés ou d'être assujetti à l'impôt sur le revenu. On les appelle des assujettis sur option. Par exemple, les sociétés anonymes dont l'associé unique est une personne physique, parce que si les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, ou bien des groupements d'intérêt économique, ou ce sont ce qu'on appelle la part des commanditaires dans les sociétés en commandite simple. Ces personnes-là, on leur permet de soit d'opter de payer l'impôt sur les sociétés ou d'opter de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Voilà, en fait, une partie importante à comprendre par rapport au champ d'application. Le champ d'application, pour le champ d'application, retenez qu'il y a 3 catégories d'organismes. Il y a les assujettis selon un critère matériel, il y a les assujettis selon un critère organique et troisièmement, il y a les assujettis sur option. Mais l'article 5 du Code général des impôts prévoit la liste exhaustive des personnes qui sont exonérées ou exemptées d'impôts sur les sociétés. D'accord? Ça aussi, c'est un point extrêmement important à retenir pour le chapitre impôts sur les sociétés. Maintenant, on va entrer sur la détermination de la matière imposable. Comme je disais tout à l'heure, l'impôt sur les sociétés se calcule à partir du résultat fiscal. Et le résultat fiscal, c'est le résultat comptable auquel on observe un certain nombre de retraitements. Donc, on retraite le résultat comptable pour avoir le résultat fiscal. Et parmi les retraitements, on va procéder d'abord au retraitement fiscal des charges, au retraitement fiscal des produits, et après, on va essayer de voir les diligences qu'il faudra faire pour éviter les redressements fiscaux. Maintenant, pour le retraitement fiscal des charges, parce que pour calculer les résultats comptables, on fait la somme des produits moins la somme des charges. Un produit est un élément qui enrichit l'entité, alors qu'une charge est un élément qui appauvrit l'entité. Donc, c'est produit moins charge qui nous permet de calculer l'impôt sur les sociétés, de calculer le résultat comptable. Mais maintenant, dans tout ce cadre de déductibilité-là, il y a un point extrêmement important à retenir, c'est que dans les conditions générales de charge, on vous dit que la charge doit être exposée dans l'intérêt de l'entreprise. La charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. La charge doit concourir. Donc, il y a 5 conditions de déductibilité. Donc, parce que le comptable, lui, lorsqu'il enregistre, il ne se soucie pas de tous ces éléments. Mais alors que fiscalement, on vous pose des conditions. La charge là que vous avez enlevée sur le résultat comptable, pour que ça, on le considère comme une charge déductible, cette charge doit respecter 5 conditions. 5 conditions. 5 conditions. La première condition, la charge doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale. On peut commenter. Parce qu'en fait, si par exemple j'ai une société à responsabilité limitée, associée unique, je prends mes enfants, je les amène en voyage avec l'argent de la société. Les charges liées à ce voyage-là ne sont pas exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, ne se rattachent même pas à la gestion normale de la société. Après, on a dit que la charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. Deuxième élément, la charge doit être appuyée par des pièces justificatives suffisantes et probantes. Et là aussi, c'est une problématique qui existe dans les sociétés. Parce qu'en fait, vous pouvez envoyer quelqu'un en mission, vous lui donnez des frais de mission, en revenant de la mission, il ne justifie pas les charges, c'est-à-dire les frais d'hôtel, il ne justifie pas les pédiums, entre autres. Et en cas de contrôle fiscal, l'administration va vous dire, oui, vous avez mis dans votre compte mission, par exemple, 5 millions, ils sont les pièces justificatives. Vous justifiez que 1 million, les 4 millions seront rejetés par l'administration fiscale parce que vous n'avez pas justifié ces 4 millions. Après, la charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. L'actif net. La charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. L'actif net, c'est quoi? L'actif net, c'est total actif moins les dettes.
Donc, une immobilisation, on ne doit pas comptabiliser ça en charge. C'est interdit. Vous ne pouvez pas acheter, par exemple, un véhicule ou un moteur de véhicule, le mettre en charge. Parce que ça ne se traduit pas par une baisse de l'activité. D'accord? Se rattacher à l'exercice au cours duquel elle a été engagée. Oui, vous ne pouvez pas prendre une charge de 2018, l'enregistrer en 2019. Même si vous l'enregistrez comptablement en 2019, sur le plan fiscal, c'est rejeté parce que c'est une charge qui n'a pas été engagée en 2019, mais la charge a été engagée en 2018. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir. Et dernière condition de déductibilité, la charge doit concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés. Là aussi, c'est important de retenir cette partie. La charge doit concourir à la formation d'un produit non exonéré. Parce que lorsque la charge concourt à la formation d'un produit exonéré, dans ce cas d'espèce, la charge n'est plus déductible. Là, c'est un peu compliqué de vous l'expliquer parce que, en fait, la finalité, si la finalité du produit n'est pas taxée, la charge engagée pour former ce produit est rejetée en déductibilité. Généralement, je donne par exemple les intérêts sur les intérêts sur les valeurs d'État. Vous pouvez engager par exemple un emprunt, l'État, vous avez engagé des charges pour, parce que si vous prêtez à l'État, les intérêts que l'État vous verse sont exonérés d'impôts sur les sociétés. Mais l'ensemble des charges aussi qui ont été engagées pour concourir à la formation de cet intérêt-là, ces charges ne peuvent pas être considérées comme des charges déductibles. Donc, pour que la charge soit déductible, elle doit respecter les 5 conditions de manière cumulative, être exposée dans l'intérêt de l'entreprise. La charge doit être justifiée par des pièces justificatives suffisantes et probantes. Les feuilles volantes là, ce n'est pas des pièces justificatives. Une facture doit avoir un minimum d'informations. Ça, vous le savez mieux que moi, un minimum d'informations. Donc, la charge aussi doit se traduire par une baisse de l'activité nette. Je disais tout à l'heure, par exemple, vous ne pouvez pas prendre une immobilisation, le comptabiliser en charge. Par exemple, la charge doit être une charge de l'exercice au cours duquel elle a été engagée. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, une charge de 2019, l'enregistrer en 2020, elle est considérée comme une charge déductible en 2020, c'est interdit. La charge aussi doit participer à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés. Voilà les 5 conditions de déductibilité d'une charge. Si une condition n'est pas respectée, la charge n'est plus déductible. Et pour calculer le résultat fiscal, on prend le résultat comptable plus réintégration, moins déduction. Généralement, on réintègre quoi? Les charges non déductibles. Ce qu'il faut retraiter, en fait, lorsque vous faites, par exemple, le retraitement fiscal des charges, il faut voir les charges qui ne sont pas déductibles, vous les réintégrez. Mais une charge déductible, vous n'avez pas besoin de le réintégrer. Une charge qui est déjà déductible, il n'y a pas besoin de réintégrer. On ne retraite que les charges non déductibles. Donc ça, c'est un point primordial à retenir. Et par exemple, si on vous dit voyage du DG avec sa femme, le voyage du DG avec sa femme, le DG est parti en mission, il amène sa femme, il y a 1,5 million pour la femme, 500 000 pour lui. Mais toutes les charges concourant au voyage de la femme, juste, il faut réintégrer parce que c'est une charge non déductible. Donc, lorsqu'une charge n'est pas déductible, le principe, c'est de le rajouter. Comme que nous calculons le résultat fiscal à partir du résultat comptable. Et je rappelle que le résultat comptable, c'est produit moins charge. Les charges étaient en moins. Donc, dès lors qu'une charge n'est pas déductible, il faudra procéder à sa réintégration dans le résultat fiscal. Mais lorsque la charge est déductible, aucun traitement fiscal ne doit être observé a priori. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir pour la suite. Donc, on retraite que les charges non déductibles. Il faut réintégrer les charges non déductibles et il faut, si on vous demande de réintégrer les charges déductibles, cela va de soi de comprendre que
Dès lors qu'on doit procéder à la réintégration d'une charge non déductible, donc une charge déductible ne doit a priori être retraitée. On ne doit pas retraiter les charges déductibles. Là, il y a des charges qui nécessitent un retraitement fiscal spécifique. On va en parler. Les locataires, les locations. Les locations, il faut avoir deux points de vue. Si le loyer est à usage professionnel ou commercial, c'est déductible. Il n'y a pas de problème si ce n'est pas exagéré. Et l'entreprise n'a même pas intérêt à exagérer son loyer parce qu'il y a la problématique de la CLPL. Ça, vous le savez mieux que moi. Même si le loyer est à usage d'habitation, par exemple, c'est le DG, c'est la société qui supporte les charges de loyer. C'est le DG, c'est le directeur financier de la société qui lui donne un loyer. Dans ce cas, l'État vous dit cette charge est déductible lorsque c'est taxé à l'impôt sur le revenu sur les salaires, comme avantage en nature, ça vous le savez. Mais en matière d'impôt sur les sociétés, il y a une limitation administrative. Si par exemple, le directeur financier, vous lui donnez 2 chambres, on vous donne maximum 200 000 par mois. 2 chambres, une chambre 100 000, une pièce, je vais dire 100 000, 2 pièces 200 000, 3 pièces 300 000, 4 pièces 400 000. Donc c'est plafond 4 pièces. Mais si vous avez 2 pièces et qu'on paye 250 000 par mois, vous savez, il y a 50 000 qui dépassent la fraction prévue par la loi. Donc, les 50 000 fois 12 mois, il faudra procéder à la réintégration. Cela n'est valable que pour les loyers à usage d'habitation. Je rappelle que pour les loyers à usage commercial, c'est entièrement déductible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour le loyer à usage d'habitation, il faut toujours comparer ce loyer au plafond. S'il y a 2 pièces, c'est 200 000 par mois. Et pour ramener ça sur l'année, vous regardez. Si par exemple, c'est 2 pièces, le plafond, c'est 2 400 000, alors que vous, sur l'année, vous avez payé pour ce directeur financier 2 700 000. Donc, vous avez dépassé le plafond de 300 000. Les 300 000 doivent faire l'objet d'une réintégration dans le résultat fiscal. Maintenant, il y a les intérêts compte courant associés. Vous savez, généralement, les associés, la société peut avoir un problème. Et dès lors que la société a un problème, les associés peuvent prêter de l'argent à la société. Vous me comprenez? Donc, maintenant, lorsque l'associé prête de l'argent à la société, en le remboursant, lui rembourse le principal et des intérêts. Mais ces intérêts-là sont des charges pour la société. Ce sont des charges. Ce sont des charges, ce sont des dépenses pour la société. La loi dit, ces intérêts-là, pour que ça soit déductible, il faut 3 conditions. Il faut que le capital soit entièrement libéré. Le capital de la société soit entièrement libéré. Deuxièmement, le taux qu'on doit appliquer ne doit pas dépasser le taux d'escompte de la BCEAO majoré de 3 points. Et le montant, la base de calcul ne doit pas dépasser le capital. Donc, il faudra toujours faire ce type de comparaison, voir est-ce que les conditions sont remplies. Par exemple, si le capital n'est pas entièrement libéré, il faut procéder à la réintégration totale de ses intérêts. Mais si le capital est entièrement libéré, il faut regarder les plafonds. Est-ce qu'on a dépassé le taux d'escompte de la BCEAO majoré de 3 points? Est-ce que la base de calcul a dépassé le capital? D'accord? Ça aussi, ce sont des problématiques qu'on va rencontrer, mais on va y revenir dans la séance visio. Maintenant, pour terminer, il y a les dons et les libéralités. Vous savez que l'entreprise n'est pas créée pour faire des dons. Mais exceptionnellement, s'il y a des dons, la loi dit qu'il y a des dons non déductibles. Mais il y a des dons déductibles. Donc, lorsqu'on procède à une libéralité et que la libéralité a été effectuée au profit d'un organisme d'utilité générale fixé par un arrêté ministériel, il y a des organismes, si vous le faites des dons, la loi dit que c'est déductible. C'est le cas de la Fondation Service du Sénégal, de l'Association des aveugles du Sénégal, de l'Association des Nations Unies, de la Fondation d'Action Sociale Caritas. Ça, ce sont des organes d'utilité générale. Mais si je fais un don pour l'ASC douane, je fais un don pour le Magal de Touba, je fais un don pour le Gam de Tiawan, ces dons ne sont pas déductibles. Il faut les réintégrer entièrement. Mais lorsque le don est versé à ces types d'organismes-là, ASNU, Caritas, etc., là, la loi vous dit que ce don est déductible jusqu'à 0,5
du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que aussi les dons que vous octroyez à ces organismes, l'ensemble de ces dons ne doit pas dépasser 0,5% du chiffre d'affaires. Donc, dès lors, par exemple, 0,5% du chiffre d'affaires, si ça donne 1 million, alors que vous avez donné des dons à ces types d'organismes cumulés de 1,5 million. Donc, tous les 500 000 qui dépassent le plafond de 1 million doivent faire l'objet d'une réintégration. Voilà, chers amis, là où je vais terminer mes propos. On va se retrouver sur la séance visio pour apporter beaucoup plus de précisions sur certains de ces éléments.